Radio Rex, it's on air. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Et nous sommes ensemble ce soir jusqu'à presque 19h30 avec Marc qui me fait le plaisir d'être présent. Bonsoir Marc. Attends. Le micro. Voilà, le micro. Bonsoir à tous et à tous et à toi Nico. Et bonsoir Vincent qui nous fait le plaisir de revenir régulièrement maintenant dans Politiquement Incorrect. Et bonsoir à tous. Alors au programme ce soir, nous vous avons concocté une petite émission. Dans un premier temps, nous allons bien sûr revenir sur l'actualité de cette semaine. Nous allons demander à nos chroniqueurs ce qu'ils ont éventuellement perçu de l'actualité de cette semaine. Puis nous ferons un petit retour sur le débat qui portait sur le travail. C'était l'avant-dernière émission que nous avons fait fin octobre. Voilà, on avait un petit complément. Hugo nous avait gentiment envoyé un article de Rue 89, la fable bidon de la famille RSA qui gagne plus que la famille salariée. Voilà un petit débat autour de ces questions que nous avons menées au début de cette émission. Et puis enfin, nous ferons un petit coup de projecteur sur une autre actualité, le gouvernement dans la tourmente, point d'interrogation, à savoir bien sûr toutes les questions qui tournent autour de ce gouvernement si mal aimé et des cotes de popularité des ministres, de la plupart, qui ne cessent de dégringoler, ainsi que celle du président de la République, François Hollande. Donc voilà pour cette émission et le programme de ce soir, et on est bien sûr toujours ravis de vous accueillir et de vous voir réagir sur les réseaux sociaux, Facebook Politiquement Incorrect, et également sur Twitter, éventuellement si vous le voulez, ou sur notre adresse mail. Voilà, toutes les informations sont sur radiorec.fr. Et puis au menu de votre soirée, puisque vous le savez, Politiquement Incorrect annonce votre week-end, et bien à 19h30 il y aura l'émission de Robin et de ses chroniqueurs bien sûr, l'émission Cinebdo, et puis enfin l'émission sur les médias qui suivra juste derrière, et donc bien sûr nous essaierons, si nous avons le temps à la fin de cette émission, de parler des programmes de la soirée, et donc ce sera PAI, voilà, PAFPAY, juste à la suite de Cinebdo ce soir. Voilà pour le programme de votre soirée. On va commencer tout de suite avec eh bien Politiquement Incorrect et les différents sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine, et on va commencer. Alors est-ce qu'on va commencer par Marc ou par Vincent ? Je ne sais pas, Marc me dit Vincent, alors allons-y Vincent, quelle est l'actualité qui a retenu ton attention cette semaine tout simplement ? Alors moi je me suis un peu penché sur la visite de François Hollande en Israël et en Palestine, là c'était de samedi à mardi je crois, ou de dimanche mardi, un truc comme ça. Effectivement. Et donc qui est un peu surtout sur ses discours et ce qui s'en est suivi. Et donc bon, comme on s'y attendait un peu avant, il a consolidé sa place, notamment par rapport au nucléaire iranien. Et donc bon, comme je disais, il a consolidé sa place. Et néanmoins, ça a attiré pas mal de critiques parce que forcément, l'État hébreu n'attendait que ça, qui montre qu'il était ferme sur le dossier du nucléaire. Et en face, on voit que les négociations de Genève 2 qui s'ouvraient mercredi ont été un peu bloquées au début par rapport à ça, parce que Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a envoyé une vidéo, je crois, quelques minutes avant l'ouverture du débat, et qui a un peu consolidé, pour consolider un peu sa position. Et on a vu que, en tout cas mercredi, ça n'a pas donné grand-chose. Apparemment, ça commence à s'ouvrir un peu. Bon, forcément, ces négociations, ça prend du temps. Et puis, il y avait quoi d'autre ? Oui, il y avait l'histoire de l'État palestinien, qui est une question assez récurrente, puisque Mitterrand, quand il était déjà allé faire son discours devant la Knesset, le Parlement israélien, dans les années 80, il avait déjà parlé d'un État palestinien. Bon, on voit que ça n'est toujours pas d'actualité, si on peut dire. Et donc c'est un peu dommage. Donc il y est allé, on savait déjà ce qu'il allait dire, il l'a dit, et finalement ça n'a pas été, je sais pas si on peut dire bénéfique. Ça a renforcé un peu les liens avec Israël, c'est sûr, mais à part ça, on voit que ça a surtout consolidé la place des opposants, quoi. D'accord. Marc, une réaction à cette actualité de François Hollande donc sur sur Israël, Oui. Israël plutôt. Oui. Israël. Bref, on va éviter les synonymes. Oui, non, mais moi ça m'intéresse toujours ces questions. On en avait déjà beaucoup parlé dans l'émission. Et moi, pour une fois, j'ai remarqué quand même dans le discours de Hollande, il y avait quand même le mot colonisation. Hein, c'est très rare. Et alors dans quel sens ? Dans le sens d'Israël évidemment. Oui.
pléonasme peut-être, je sais pas. Non, mais voilà, pour une fois, mais ce qui me dérange aussi, c'est derrière cette aide, enfin cette censée aide que la France accorde aux Palestiniens. On parler de colonisation vis-à-vis d'Israël, c'est quand même assez fort. Il y a quand même derrière quelque chose qui est caché, c'est que on fait pas la réalité avec des beaux discours. Les discours ont quand même un sens, et malheureusement, le discours qu'a fait Hollande, après il a bien dit qu'évidemment les Palestiniens avaient un petit peu était borderline sur le terrorisme, avec évidemment le Hezbollah, avec tous ces groupes qu'on qualifie de terroristes. Alors après, la définition du terrorisme, c'est assez diversifié, mais bon, Aaron assiste bien pour dire que c'est lorsque les effets matériels sont bien moindres que les effets psychologiques. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée après, il y a vraiment cette peur, on est là-dedans. Et donc ces groupes comme le Hezbollah, le Hamas et tout, sont quand même d'un côté vitupérés, parce que on voit très bien que on critique Israël, on critique la colonisation, enfin pas vraiment Hollande, mais en règle générale. On est très peu justement à cette radio, on essaye un petit peu de le faire aussi, peut-être pas chuter tout le monde, mais c'est pas parce qu'on dit, c'est ce qui est malheureux, c'est pas parce qu'on dit justement qu'il y a une colonisation qu'on essaie de trouver des voies. C'est-à-dire que la France est membre de l'ONU, un membre permanent de l'ONU, les États-Unis, ces deux-là, France, États-Unis, même Grande-Bretagne, on pourrait dire, se sont battus pour l'idée du droit international, de ces trucs-là, et un des seuls pays qui ne respecte pas le droit international, alors que c'est quand même un allié de ces puissances occidentales, c'est Israël. On est vraiment dans une absence de droit international et personne ne fait rien. Alors moi je me dis, faut-il comment on dirait, blâmer la colonisation? Alors ça, évidemment, la réponse est bien évidemment oui, mais est-ce qu'il faut s'étonner des effets des causes, quoi? Dire, s'il y a une colonisation, il y a de la résistance, hein. Je veux dire, quand le peuple allemand est venu, il y a une résistance qui s'est opérée, enfin peut-être pas avec les moyens d'aujourd'hui, mais les moyens n'étaient pas les mêmes non plus. Alors peut-être la comparaison est un petit peu limite, Oui, mais la colonisation à une guerre, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. c'est toujours un peu compliqué, je sais, mais c'est vraiment pour montrer ça. C'est pour ça que le discours de Hollande, enfin, en compte, ne tient pas. C'est pas parce qu'on dit justement que la colonisation israélienne est qu'on recherche les solutions à cette colonisation, et c'est voilà, on critique encore ceux qui s'opposent. Alors, je vais pas durer le plus longtemps là-dessus non plus, parce que bon, le sujet, on risque de s'élargir encore une fois, mais comme le disent beaucoup de gens ou de juifs orthodoxes présents d'ailleurs dans la bande de Gaza ou dans d'autres territoires israéliens, finalement ce qui se passe, c'est que pour eux, les juifs ont fait d'un projet religieux un projet politique. Alors, bon, Vincent, il va travailler là-dessus maintenant, cette année, un petit peu sur cette question de religion politique, hein, parce que on est vraiment au cœur de ça. Et les juifs orthodoxes, justement, sont amis avec les Palestiniens, parce qu'ils, justement, ils disent que, je cite, hein, ils ont pris l'étoile jaune, donc, la Bible, pour en faire un projet politique. Alors, est-ce que le 21e siècle, je sais plus qui c'est qui dit ça, le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas? Je me demande si c'est, je ne sais plus exactement qui avait dit ça. Bah là, un grand écrivain. C'est l'américain là qui existe. Oui, je sais plus. L'école des civilisations, je crois que c'est lui, non? Non, c'est pas Huntington, c'est ça doit être par un beau. Enfin bref, on trouvera peut-être à côté, mais je crois que c'est un écrivain qui est pas très, enfin qui maintenant est mort, maintenant évidemment, mais on est vraiment là-dedans, je trouve. Et j'ai une citation: le 21e siècle sera spirituel ou ne sera ouais, pas, d'André Malraux. Malraux, c'est ça, exactement, Malraux. Voilà, on est vraiment, je pense, là-dessus. Et ce qui est terrible, c'est que les puissances qui se veulent défendre le droit ne défendent pas le droit, justement. Elles critiquent les effets d'une politique, et critiquent pas la politique en soi, parce que Israël est un allié. Et c'est quand même tragique de savoir que Israël officiellement a la bombe nucléaire, a l'arme nucléaire, et que personne ne fait rien, parce qu'officiellement on n'est pas le droit. Il y a encore cette théorie de l'encerclement, on se croit un peu en Russie au début du XXe siècle, où on a l'impression que Israël est encerclé, mais au bout d'un moment... Bon, dans leur cas c'est plus ou moins vrai quand même. C'est certes vrai, mais je me dis, est-ce qu'on critique les effets ou les causes? Les causes, c'est justement que depuis la destruction de l'Empire ottoman, on est dans cette situation où ça dégénère, parce qu'avant les Arabes et les Juifs, et encore, on va dire même plus loin, les Arabes, les Sémites, quoi, si on va aller plus loin, ces gens-là coopéraient très bien, et même les Juifs, qu'il faut d'ailleurs distinguer, parce que tous les Juifs, il y a les séfarades et comment on appelle ça, les séfarades et les Ashkénazes, voilà, excuse-moi, voilà, ils coopéraient très bien. Donc au final ça remonte d'il y a très loin, et c'est justement, pour en terminer avec ça, c'est derrière les discours se cache en vérité une absence totale de respect du droit, et une absence, et
volontaire, parce que évidemment ça crève les yeux, de ne pas agir, quoi. Et, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Ouais, je suis mais d'accord pense avec toi, il y a qu'on est- vraiment, comme d'habitude, une grande différence entre les discours et ce qui se passe dans la réalité, hein. C'est sûr qu'en tout cas, la France et les États-Unis ne font rien pour améliorer la situation. Avec l'exemple des États-Unis qui est aussi qui dans la région est très très proche de l'Arabie Saoudite. Donc c'est comme partout, on a les discours mais qui essayent un peu de cacher la réalité, mais derrière les intérêts prennent largement le dessus. Et c'est ça en réalité qui est tragique, c'est qu'on essaye. Maintenant, on est un petit peu dans la société du spectacle, quoi, de la communication. Il n'y a que ça qui passe. C'est-à-dire qu'une politique se juge pas au discours, elle se juge au fait. Hein, c'est un premier point qu'on peut soulever. Non, mais c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, ouais. Et je crois que c'est Launay qui avait dit ça. Non, c'est Madame Delsol, non? C'est Madame. Je Non, je crois que c'est le, Oui, qui travaille sur le je crois que c'est En le tout cas- docteur qui est venu en Ah cours oui, la dernière sur les fois. droites, là, ouais. Sur les droites, on a eu un Exact. intervenant qui, voilà, et ça se juge comme ça. Petit Et aparté. j'étais pas totalement d'accord avec tout ce qu'il disait, mais là avec ça j'étais d'accord. Donc voilà, on pourrait faire une émission de 3 heures de plus là-dessus, mais Bien sûr, et, voilà, et on l'a déjà fait. On et Non, mais pourra enfin, le pour revenir à ce refaire. que tu disais Oui. sur un peu sur le Vincent. traitement médiatique, en tout cas sur le phénomène un peu de montrer ça comme un spectacle, c'est vrai que quand on regarde Israël, en tout cas comment c'est traité dans les médias en France, on a l'impression d'un pays très uni. Alors certes, ils sont unis sur certains sujets, mais au niveau du politique, c'est très très vague. Par exemple, les orthodoxes n'ont jamais voulu d'un État israélien, hein. jamais. Ils n'ont jamais voulu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de constitution écrite en Israël. C'est parce que eux, les orthodoxes, considèrent que c'est la Torah, leur constitution, on peut dire. Donc Ben Gurion, quand il a créé cet État, il a dû faire quelques. Oui, le peuple n'est pas unifié. Hein. Puis Ouais. même au sein d'Israël, quand on va dans C'est des ça. territoires, bon, il y a Jérusalem Ouest, Est, bah, il y a des quartiers arabes aussi là-dedans, et les gens aussi coopèrent des fois quelquefois très bien. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que hormis ces questions, je pense que c'est un peu ce que disait, bon, tu vas t'y intéresser maintenant, Vincent, mais c'est un peu ce que dit Shlomo Sand. Au final, il critique tout ce qui se passe en Israël. Et d'une façon politique aussi, hein, parce que on peut pas vitupérer les populations dans la mesure où elles sont endoctrinées là-dedans. On leur dit le peuple juif doit justement revenir et le Messie arrivera quand tous les juifs seront en Israël. Ils sont 7 millions aujourd'hui, hein, si je pense que c'est à peu près ça. Bah voilà, il y a quand même un lien entre religion et politique aujourd'hui, et c'est les effets qui. Mais de toute façon, sont quand la terribles, religion quoi. s'en mêle, ça complique toujours plus la politique, hein. C'est toujours, oui, c'est toujours plus ou moins, mais Un ménage bien compliqué entre la religion et le politique. c'est un ménage très Voilà. compliqué, et je me marre parce que la France, oui, il faut défendre le laïc et tout, et là, ça bloque, quoi, ça bloque. D'accord. Rappelons aussi que lors de son intervention, enfin lors de sa présence en Israël, et vous parliez de communication, et bien effectivement plusieurs opérations de communication, et notamment des accords conclus avec Alstom et Orange sur place. Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, c'est le point qui révèle ça, a évoqué un partage de technologies nous mettant sur un pied d'égalité avec Israël. Voilà, donc bien sûr tout un aspect économique bien sûr dans Bien sûr. cette intervention. Et d'ailleurs, à cet égard, Oui. je citerai un Marc. ouvrage que j'ai lu il y a à peu près 1 an maintenant, qui est de Michel Kluskar, qui s'appelle Le capitalisme de la séduction. Et on est totalement là-dedans, en fait. Alors, évidemment, Israël est très développé sur des points de vue écologiques, c'est tout à fait formidable ce qu'ils ont fait. Hein. Il y a des articles qui sont sortis, même une vidéo d'un reportage, où ils ont mis en place tout ce qui est un système de voitures électroniques, où il y a des passerelles un petit peu partout pour pouvoir changer sa batterie. C'est tout à fait, voilà, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est Il y a une bonne forcément idée. des bons points, bien sûr. Mais évidemment, il y a des points d'innovation. Le qui point sont également qui nous dit qu'effectivement Israël fait figure de seconde Silicon Valley. Voilà, 4e rang mondial de dépôt de brevets par habitant. Donc effectivement à la pointe de la technologie Israël. C'est aussi, voilà, c'est parce que aussi, je pense que là-dedans, évidemment, un territoire, Israël existe officiellement, politiquement depuis 48. On sait très bien que c'est depuis le congrès de Bâle de 97 et la déclaration Balfour donc de 1910, ou inversement, de 1917. On sait très bien que ça se passe comme ça. Et il faut pas. Le truc, la chose à laquelle les gens devraient réfléchir, c'est comment un État aussi jeune a pu se développer, a pu avoir maintenant 90% du territoire, être un pays des plus développés. Alors, évidemment, comme l'avait dit Michel Collomb, c'est pas parce qu'il y a eu la Shoah que le peuple israélien, enfin que Israël a été créé. C'est bien avant. Ça a été politiquement acté en 48. Mais je veux dire, il faut se questionner comment ça se fait. Comment se fait-il qu'une population et on va dire une nation, parce que c'est vrai qu'ils sont très nationalistes, qu'une nation a pu se développer autant. C'est aussi une part des lobbies, parce que les lobbies, on peut pas faire de sciences politiques sans parler des lobbies. Et le lobby israélien, je parle pas du lobby juif, hein, je parle du lobby israélien, est très puissant. Aux États-Unis, on a l'AIPAC, en France, on a le CRIF, on a toutes
c'est lobby. Voilà. Maintenant, ça marche comme ça. C'est encore la séduction, c'est encore cette communication. Et du coup, voilà, il y a. Et moi, ce que je trouve, et je terminerai là-dessus peut-être, mais ce qui me dérange, c'est de critiquer un peuple qui résiste, le peuple palestinien, alors évidemment avec des moyens qui des fois sont pas très légaux, mais en même temps on est en temps de guerre, hein, donc les moyens sont pas forcément légaux. Et ce qui me dérange, c'est que... Puis en face, les moyens ne sont pas toujours légaux non Et plus. voilà, hein. en Israël aussi, bien évidemment. Après, il faut pas rentrer dans qui a le plus fait, parce que sinon ça on s'en sort Ouais, là jamais, on est mais, dans le mimétisme c'est vrai que en total. tout cas dans une guerre comme ça, des conflits de population, on n'aura jamais une ligne bien droite, quoi. Toujours une ligne rouge qui est dépassée. Voilà, il y a forcément. pas de voilà d'échelon, quoi, si vous voulez. Et ouais, ce qui est juste pour ce que je voulais dire pour terminer, c'est que je trouve assez malsain et même très glissant de justifier bonjour Salut. de justifier la présence là-bas sur des faits historiques qui sont certes avérés, c'est pas la question, mais sur des faits historiques de 45 quoi. C'est-à-dire que ces populations, et là je parle des sionistes, je parle pas des juifs, hein, bien sûr, vous comprenez bien, que ces sionistes s'appuient justement en disant ils sont morts, donc on va faire ça et on va encore plus, on a décimé un peuple, quoi, le peuple palestinien avec les diasporas que ça crée, voilà. C'est-à-dire que moi je pense que après avoir connu une telle horreur, faut quand même le dire, hein, des moyens industriels véritablement. Comment ces gens-là, au nom de Vous montrez d'autres images importantes aussi ce soir à 23h46. Voilà, comment à partir de ce fait historique-là, on peut légitimer. Alors voilà, et en plus, en sachant que les Juifs qui sont morts en 40 ne sont pas les Juifs qui sont morts ne sont pas des sionistes. Oui. Hein, c'est ça qu'il faut bien faire la distinction. Donc au final, de quoi on parle? Ils se servent un petit peu de ça et je trouve que c'est malsain pour les gens qui sont morts parce que là, je trouve on est vraiment dans le machiavélisme, quoi. On est plus pas mais vraiment dans le côté purement diabolique, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment malsain. Il faut se souvenir, certes, la mémoire, les enjeux mémoriels sont très importants, mais en même temps, est-ce qu'une violence doit répondre à une autre violence Et là, on est là-dedans, quoi. On est totalement là-dedans. Et voilà, pour répondre à toutes ces questions, il faudrait citer Shlomo Sand, faudrait citer Sheikh Ibrahim Hossein qui a écrit Jérusalem dans le Coran, qui est l'avenir. Et au final, on voit très bien qu'aujourd'hui, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça sera évidemment là-bas. Ça opposera tous les peuples là-bas et pour peut-être ou non, c'est marqué, le projet du Grand Israël. On ne sait pas encore ce qui se passe, mais en tout cas, on est vraiment dans ces logiques-là. Et ceux qui défendent le droit international sont ceux qui vont, à mon avis, créer le troisième conflit mondial et qui là, à mon avis, sera une vraie tuerie nucléaire. En imaginant bien sûr qu'il y a un déterminisme déterminisme. De plus en plus développé, de plus en plus armé, justement. Oui, et puis voilà, les en moyens imaginant bien sûr qu'il y a un déterminisme et qu'on ait une troisième guerre mondiale un jour, bien sûr. Mais ça, c'est une affaire à suivre. Marc, tu as beaucoup réagi. Est-ce que tu as donc une actualité de cette semaine maintenant sur le feu? Oui, j'ai ce qu'il faut. J'avais parlé la semaine dernière justement des otages qui avaient été, enfin des journalistes des RFI. Un nouvel otage libéré pas libéré d'ailleurs, qui s'est enfui cette semaine. Pendant la prière. Francis Colomb, effectivement. Qui est revenu en France et qui a fait une petite apparition télévisuelle pour dire 2-3 mots, il me semble, ou qui s'est confié à des journalistes. Qui a dit justement qu'il s'était. Voilà, honneur à lui, franchement, total respect, franchement. Pour avoir un petit peu. Il faut avoir le cran, c'est sûr. Faut avoir le cran et bon, je pense qu'aussi le cran s'acquiert justement quand on voit des situations. Le mec, c'est un ingénieur, hein, je pense qu'il a pas mal cogité sur comment s'en sortir. Je pense aussi. Voilà. Et du coup, pour réagir à ça, justement, moi, c'est les effets que ça a développé. Donc, renforcement, bien évidemment, des forces armées françaises au Mali, mais aussi en Centrafrique. Alors, on avait déjà fait une émission sur la Centrafrique là, il y a peut-être 6 mois, 7 mois. Toutes les émissions sont sur Radio Rec, donc n'hésitez pas à aller les réécouter si vous êtes nouvel auditeur. Voilà. Et donc, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on laisse rarement, les nations, parce que, je sais pas si on parle vraiment de nations, mais on laisse rarement les pays africains réagir par eux-mêmes. De toute façon, les conflits en Afrique existent depuis la décolonisation. Hein, ils se sont accrus depuis la décolonisation. Ils auraient pu s'accroître bien avant en 1890 lors de la conférence de Berlin qui trace les frontières à la règle. Mais voilà, depuis la décolonisation, la colonisation contenait un petit peu tout ça et puis maintenant ça pète. Alors forcément, aujourd'hui, les peuples cohabitent pas. Donc bon, je vais pas refaire le dialogue dont j'ai déjà fait l'éloge depuis quelques temps. Mais ce qui se passe, c'est que la France et les pays anciennement colonisateurs ont fait des politiques, ont fait des projets qui se concluent aujourd'hui sur ce qu'ils justement critiquent. C'est-à-dire
on fait un projet, ça amène ça, on sépare les frontières, on fait des frontières purement de façon factuelle, quoi. Et on coupe des populations en deux, on met des populations qui ne s'entendent pas entre elles. Alors, je fais pas l'éloge des Bantoustans en Afrique du Sud, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire que les frontières font les bons voisins aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils se servent des effets de la colonisation pour recoloniser, parce que ça crée des conflits, et du coup, le droit international venant là, il faut les aider, il faut absolument faire en sorte. Du coup, sous prétexte qu'on a eu des Français qui sont intervenus, qui ont été enlevés, on intervient de nouveau aussi, dans ces pays. Et puis même en Centrafrique, il n'y a pas eu d'effet. C'est vrai que le pays, on en avait déjà parlé avec tous ces groupes ethniques, hein, forcément, on en avait démontré les effets. Bah, on recolonise militairement. Et là, on commence à mettre un pied sur vraiment quelque chose de tribal, quoi, où vraiment c'est la force, quoi. Les armées africaines sont peu nombreuses, elles sont ridicules, elles sont peu développées. Ce qui s'est passé au Mali, il y a eu 200 soldats qui ont été envoyés au Mali, mais pas que des soldats maliens. Guinéens, sénégalais, ivoiriens. Et justement, l'Afrique a envoyé 200 soldats, donc pas que le Mali, et la France en a envoyé 1500. Et là, aujourd'hui, on voit très bien que ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, c'est la même chose. On remet de la puissance militaire, on refait ci, on refait ça, et au final, je me dis, le militaire, c'est bien, mais s'il n'y a pas de... De toute façon, ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrivera pas à régler les problèmes en Afrique si on laisse encore les peuples cohabiter entre eux. Hein, il faut une catastrophe comme au Rwanda pour faire avancer les choses. Et encore, c'est pas tout à fait réglé. Hein. C'est pas tout à fait réglé. Oui, non, mais là, je caricature. Mais finalement, ça montre que nos soldats français, qui sont donc d'une armée professionnelle, doivent être occupés en permanence. Donc du coup, on les envoie sur des terrains, histoire de les occuper un petit peu aussi. Moi, ce que je justifier le budget du ministère de la Défense. Non, ouais, mais derrière ça, il y a toujours les intérêts économiques, quoi. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue. C'est sûr que ça occupe les militaires, mais avant de les occuper, je pense, on les envoie pas là-bas pour qu'ils aillent jouer, tu vois. Et c'est qu'en Centrafrique, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que ça dure cette histoire, à peu près, depuis le soulèvement là. Et c'est vrai que ça, bon, là, ils renforcent le côté militaire, mais c'était la force qui était déjà présente, c'était déjà située que dans la capitale, la Bangui, je crois. C'est ça. Donc il y a une énorme partie du pays où on sait même pas ce qui se passe, quoi. Donc c'est. Et oui. Alors les enjeux économiques en Centrafrique, j'en suis pas certain. Au Mali, c'est sûr. Mais c'est pour ça, c'est derrière des fois certains disent, il n'y a pas d'intérêt. Des fois on y va par la bonté, parce qu'on est gentil, etc. Bon, oui. moi je veux bien. La coopération. Imaginons, bon, je suis pas d'accord, mais imaginons, mais en envoyant des forces là-bas, en les aidant. En les aidant avec des grosses guillemets, en les aidant, les forces militaires, quand elles vont s'en aller, ça va reprendre. Et on les renverra, les forces militaires françaises. On les renverra dans une espèce de jeu de ping-pong où ça ne s'arrangera jamais. Et du coup, comme ça ne s'arrangera jamais que lorsqu'on a appris des fonctions, je pense que le système fédéraliste là-bas marcherait. À part qu'en Afrique, évidemment, en Afrique du Sud, il y est. Ça marche pas forcément parce que les régions sont beaucoup trop importantes et du coup il y a trop d'ethnies différentes qui sont. On n'est pas à la bonne échelle. C'est peut-être pas la bonne échelle parce qu'il y a vraiment des ethnies. C'est des ethnies très variées en Afrique du Sud. T'as des blancs, des noirs. Je veux dire, dans d'autres pays africains, il y a d'autres ethnies. Après, tu connais mieux que moi, mais c'est quand même, il y a l'impression que la différence est peut-être un peu moindre, quoi. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 populations. On a les Zoulous, les Xhosa et les Zoulous, les Xhosa. Il m'en manque un, Zoulou, Xhosa et j'ai oublié. C'est pas grave, on te le pardonne. Zoulou, Xhosa et bon bref, je ne me souviens plus. Ça va revenir. Ça va me revenir. Donc on a ces populations-là. Il y en a 3. Hein. Il m'en manque bien évidemment une. J'arrive pas à m'en souvenir. C'est vraiment Zoulou, Xhosa et bon. C'est pas grave. Je sais que Jacob Zuma en tout cas Jacob Zuma qui a été élu était un Zoulou. D'accord. Et donc ce qui se passe là-bas, c'est qu'on a 3 grosses ethnies et on a les Afrikaners. Donc, descendants d'Afrikaners. Ouais, les descendants d'Afrikaners plutôt. Et donc, qui sont Et donc, ils sont blancs. Non, mais je te le demande pour que ce soit clair. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des grosses. Il y a des grosses. Ça, hein. Comment C'est le nom, mais c'est white, protestante, je sais pas quoi. Ouais, c'est un truc un peu dans ce genre-là. Un petit peu une tradition, un petit peu traditionnelle, quoi. Tradition traditionnelle, c'est très logique. Alors, juste pour dire qu'il y a vraiment 3 grosses ethnies en Afrique du Sud. Et que finalement, les petites ethnies, donc les ethnies minoritaires là-bas, il y a des coalitions finalement avec les grosses ethnies. Donc il y a vraiment 3 puissances ethniques et les Afrikaners, mais qui sont d'un côté, qui sont à mettre d'à côté. Et chaque région est ethniquement cohérente, on va dire. Chaque région fédérale est ethniquement fondée. Mais ce qui se passe, du coup, le problème, encore une fois, du fédéralisme là-dedans, c'est que le président est un Zoulou. Des régions sont Xhosa, des régions sont Zoulou,
Et ben le problème du fédéralisme, c'est que les États, enfin les États fédéraux en Afrique du Sud, ne respectent pas les décisions de l'État central si elle n'est pas de l'ethnie Zoulou, par exemple. Bon, alors évidemment, il y a encore un problème aussi. Oui, donc ça va bien au-delà d'un parti, enfin des gens qui ne reconnaissent pas un parti, on est sur une non-reconnaissance du pouvoir en fonction de qui le en Afrique, possède. Les ethnies, enfin l'ethnie, c'est vraiment le système très communautaire, je veux dire. Donc il y a beaucoup d'exemples d'élections où justement on vote pour le gars de son ethnie au lieu de voter même pour celui qui a le plus d'intérêt, quoi. Donc c'est vraiment, on pense d'abord à son ethnie, à sa communauté avant de penser à un pays en général. Donc c'est vrai que le côté un peu fédéraliste où chaque région d'ethnie, on pourrait dire, se verrait ses propres intérêts au sein d'un regroupement national plus important, ça pourrait être un système qui marcherait plus. Mais bon, après c'est vrai que ça pose la question des ethnies, justement, comment dire, ça pose la question de la concurrence entre les ethnies et ouais, des intérêts, quoi. Et puis pour justement, le problème en fait, c'est qu'il y a 1500 ethnies en Afrique à peu près. Alors que savoir si ou la colonisation on a créé d'autres, j'en sais rien. C'est tellement opposé les visions entre les historiens qui disent que non et entre les historiens qui disent que oui. Moi je suis plutôt partant pour dire que les ethnies existaient bien avant la colonisation, mais peut-être que la colonisation en a créé d'autres. Mais bon, ça ça a tranché. Mais peut-être pas créé, ouais, mais au moins pas créé, mais en tout cas les ont hiérarchisé différemment en faisant des ensembles plutôt plus même ou moins des placements de homogènes. Population, justement, ont conduit à séparer un peu même certaines ethnies entre elles avec installant d'autres coutumes en fonction du territoire où elles s'installent. Ouais. Voilà, et ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de solution démocratique et républicain en Afrique. La démocratie ne fonctionne pas parce que c'est one man, one vote. Donc l'ethnie majoritaire va prendre le pouvoir et toutes les autres ethnies, on retrouve le cas des Touaregs, ne va pas suivre. De toute façon, c'est obligatoire. Donc il ne peut pas y avoir de projet commun, d'unité. Deuxièmement, le projet républicain avec la séparation des pouvoirs et la délégation et la représentation ne fonctionnera pas non plus. Parce que la représentation est liée à l'ethnie, c'est-à-dire qu'un président qui est élu va élire ou va mettre en poste des ethnies de sa communauté, donc ça ne fonctionne toujours pas. Et le problème, c'est que il y a 1500 ethnies, on va pas créer 1500 États en Afrique. Ça ferait un peu beaucoup. Ça ferait beaucoup. On serait encore plus que l'Europe. Ça ferait énormément. Donc la solution est d'abandonner tout ça, je pense. Parce que ce qui fonctionne en Afrique, c'est la royauté. Le pouvoir du village, le pouvoir ethnique des villages fonctionne sur la royauté. Il n'y a pas d'autre issue possible. La démocratie, on l'a vu au Cameroun, on l'a vu dans plein d'autres pays, la démocratisation et la libéralisation ne fonctionnent pas. Quand on avait le parti unique, il y avait on faisait de la discrimination positive parce que des ethnies étaient mises là justement parce qu'elles étaient ethniquement cohérentes. Dire quelqu'un qui était d'une ethnie, je sais pas quelconque, une Béti ou Boulou par exemple, au Béti ou les Bamileke au Cameroun, était coopté parce qu'elle était Bamileke. Donc du coup ceux qui avaient fait des études et qui pouvaient pas s'en sortir, qui n'avaient pas trouvé de poste, parce qu'elle est Bamileke, on va les mettre là. Donc discrimination positive. Arrivée du multipartisme, mais là c'est encore pire parce que multipartisme, les intérêts sont complètement divergents. Il y a des coalitions qui sont faites, on coopte encore plus dans le fait administratif, les lois sont changées, politiquement c'est quand même une sacrée aberration. Il y a du tribalisme politique, économique, on va descendre des Bamileke parce qu'ils sont forts économiquement, ils arrivent à bien s'en sortir au profit d'autres ethnies. Donc le multipartisme est encore pire aussi que l'unité nationale voulue par Adidjo, donc au Cameroun dans les années 60 après la décolonisation. Donc au final, tous les projets occidentaux, tous les projets politiques qui ont été implantés à l'Afrique, parce que c'est les Occidentaux qui ont fait ça, ça n'a jamais marché. Donc c'est terrible parce qu'aujourd'hui on met le militaire dans une zone qu'on a créée comme de manière cohérente comme propice au tribalisme, et du coup on recolonise militairement, et du coup l'État est absent, quoi. Il ne peut pas s'en sortir là-dedans. Vincent, une réaction? Ouais, moi ça me fait penser un peu par exemple à l'exemple de l'intervention au Mali, où tu vois qu'on intervient pour sauvegarder certains intérêts, pour les protéger, mais comme tu dis au niveau des frontières, par exemple la France a prétexté le maintien des frontières maliennes justement dans son intervention. Et ça qui est dommage, c'est qu'on pourrait avoir une vision au-delà de ça justement, parce que les grands conflits qui se passent en Afrique sont toujours par rapport aux frontières fixées par les Européens. Donc c'est assez logique ce que je dis. Et justement on intervient justement pour protéger ça, et ce serait intéressant d'aller au-delà de cette vision et de ne plus penser aux frontières qu'on a instaurées de nous-mêmes, et justement demander de les mettre dans le débat, les Africains, les tribus, pour leur demander quelle est leur vision. Ouais, ça pourrait être intéressant, parce que là c'est les Occidentaux qui interviennent pour sauvegarder ce qu'ils ont fait il y a 100-200 ans au profit d'une petite partie de la population qui tient le pays pareil depuis des décennies. Donc
Et c'est toujours l'individu lambda qui se retrouve un peu spolié, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est toujours le même fonctionnement, quoi. Ça fait 200 ans que ça dure comme ça, et c'est dommage, quoi, parce qu'il y aura des belles choses à faire. Et au-delà de ça, justement, t'as le niveau de vie, ça se ressent au niveau de vie, au développement du pays, et c'est problèmes récurrents, mais qui bloquent la machine, quoi. Et juste pour, Oui, Marc, pour terminer. Pour terminer, ce qui est terrible, c'est que l'Afrique est le seul continent qui peut s'autosuffire. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est le seul continent, vraiment, c'est le seul continent qui peut vivre lui-même, enfin retranché. Bon, le continent africain est bien évidemment grand, mais dans chaque pays il y a des ressources, il y en a partout. Ouais. Donc voilà, on est peut-être aussi dans cette logique que l'Occident a peut-être envie que ces peuples restent entre guillemets, vraiment de grosses guillemets, sous-développés pour en profiter. Je pense qu'on est dans cette logique parce que le fait militaire engendre des bonnes relations. La France-Afrique, ils disent toujours, la Chine-Afrique est encore en train de se développer. Les États-Unis arrivent peu à peu en Afrique. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. Et c'est vraiment purement dégueulasse de jouer. On est vraiment dans le cynisme profond, dans le satanisme politique total. Vraiment, c'est des mots forts que j'emploie, mais je le pense vraiment. Et au travers des lectures que j'ai pu faire, ça ressort. Je lis que des locaux. J'essaye de lire que des locaux pour voir ce qu'eux en pensent, pas les occidentaux. Ils disent exactement ce que je vous dis. Donc je parle pas, je suis pas un afro-colon qui dirait ils arrivent pas à s'en sortir. Non. Je dis justement que le peuple africain a envie de s'en sortir, mais que c'est pas avec nous. On donne pas les bons instruments, ouais. Donc, ah oui, il y a les Zoulous. Ah non, donc un coup de gueule, c'était aussi un coup de gueule, Marc. Oui, c'est un petit peu un coup de gueule, parce voilà. que j'en ai marre. Très bien. Le temps que tu nous retrouves l'information, alors d'autres actualités bien sûr qui ont marqué la semaine, c'est cette histoire de tireur fou sur Paris, voilà, et donc qui a pris pour cible notamment le journal Libération et un photographe qui se trouvait là, et puis la rédaction de BFM TV, et donc une banque aussi à la Défense. La banque de la Défense, effectivement, la fenêtre, voilà, la Société Générale, une fenêtre qui avait été voilà, donc toute une chasse à l'homme qui s'est organisée pendant plusieurs jours en début de semaine, et l'homme a été finalement retrouvé en milieu de semaine a priori. Donc il s'agirait d'Abdelhakim Dekar, qui était donc impliqué dans une autre affaire, l'affaire Ray Maupin. Donc voilà, il avait été condamné à 4 ans de prison. Il avait un petit peu disparu de la situation depuis, et puis effectivement, parti à Londres, je crois, hein. Il a fondé sa famille. Voilà, il avait des amis ou de la famille à Londres, et donc a priori il s'agirait de cet homme. L'affaire est en cours d'avancement, on verra peut-être dans nos prochaines émissions, et c'est par l'ADN qu'on a retrouvé, qu'on a pu le confondre en tout cas pour le moment, puisqu'il n'a pas encore été jugé. Et donc voilà, effectivement, pour l'information qui a animé un petit peu les médias durant la semaine, c'est important de parler des médias puisqu'on en reparlera peut-être dans notre seconde partie. Enfin, troisième partie plus précisément. Et puis une autre information, messieurs, peut-être que vous voulez dire un mot dessus, c'est cette qualification de l'équipe de France. Alors on n'est pas dans Score Plus, Marc, mais voilà, donc les Bleus iront au Brésil finalement, et c'est une surprise à la suite du match qui avait lieu vendredi dernier. On était là juste avant le match, et j'espère que Robin a pu en profiter de ce match, et donc effectivement les Bleus avaient perdu 2-0 en Ukraine, et ils ont finalement gagné 3-0 en France. 3-0 pour se qualifier au Brésil, c'est pas mal finalement comme référence. Souvenir, hein. Ouais. Vincent, ouais, forcément content. Après, ce qui est un peu dommage, je veux pas cracher dessus, mais c'est le côté on attend le tout dernier moment un peu pour sortir d'eau des fesses, quoi. Parce que je veux dire, la façon dont il joue, il pourrait y jouer, mais il pourrait toujours jouer comme ça, quoi. Mais on a l'impression qu'il faut toujours leur mettre un petit coup de pied au cul pour que ça y aille, quoi. Alors que on se demande pourquoi vendredi ils ont pas joué comme ça non plus. Certes, c'est à l'extérieur. Après, bon, on y est, et c'est carrément bien. Et puis on verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il y a quand même, faut sortir de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé dans le passé par rapport à National ou quoi en 2010. Et mais là, c'est vrai qu'on a une nouvelle génération qui arrive avec des anciens qui ont de l'expérience, donc ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, quoi. Une équipe qui se met en place. Qui se met en place, ouais, avec des postes bien définis. Et, bon, forcément content, on verra l'été prochain, mais au moins on pourra vibrer pour eux, c'est bien. Bon, Marc, on sait que tu supportes l'Italie, donc c'est mort pour la France. Moi je supporte non, le foot, moi je suis pas. Tu supportes pas le foot. Non, mais bon, je suis français, donc je soutiens la France, c'est normal. D'accord. Non, mais bon, c'est vrai que ça va me permettre de regarder les matchs de foot en juin, donc il y a pendant. Oui, sinon c'est sûr qu'il y aurait eu un désintérêt profond, et l'action de TF1 était déjà prévue à la baisse. Hein. Voilà, donc non, moi je suis assez content. Mais bon, ce qui me dérange toujours dans le foot, c'est partout un peut-être pareil, mais bon, c'est plutôt le côté un peu spectacle, encore une fois, le côté
grosse bagnole, le côté. Alors je sais pas si j'étais footballeur, peut-être que je serais pareil qu'eux, hein, attention. Je peux pas juger en n'étant pas. Oui, dans les- déjà en étant étudiant, tu te balades avec des voitures de luxe, comme tout bon ça, chacun le sait. Non, Ouais, je plaisante. j'ai garé mon Aston Martin devant, je vous donne non, je rigole. Mais enfin, j'espère que vous croyez que je rigole parce que franchement, c'est terrible sinon. Je serais pas là, je pense. Hein. Non, voilà. Bah, si, quoique. Non, mais bon, moi, c'est vrai que je suis content. Ouais, après, c'est un peu le foot spectacle, quoi. Mais bon, j'ai un peu marre du traitement médiatique aussi qu'on en fait, quoi. Oui. Faire des caisses et des Bah, caisses. c'est tout l'un ou l'autre, quoi. Tu vois, quand ils perdent, il y a tout le monde qui crache dessus. Quand ils gagnent, ça y est, on oublie tout et c'est la fête, quoi. Ça, c'est un peu dommage, ouais. Ça contribue pas à la belle image du sport, quoi. Bah, Après, c'est ouais, un petit peu comme l'image que l'on a du gouvernement finalement entre un François Hollande qui serait limite ovationné lorsqu'on a un otage qui est libéré, Voilà, et puis un et François Hollande qui 2 est jours plus décrié tard, c'est ça, il pour, se fait siffler. Donc, on en parlera dans un instant. ça, c'est attention. surtout la place des médias qui fait ça. C'est toujours ouais, vendre du papier, donc il faut sortir les gros jeux, faut sortir les gros titres et donc on continue à faire, on fait des tas sur tout là. Bah, par exemple l'exemple du gars d'Abdel Hakim Oui. Descartes. C'est exactement ça, hein. Ça fait une semaine que tous les jours c'était soit la traque et depuis qu'ils l'ont eu, le parallèle avec l'affaire qui a été eue, ça fait tous les grands titres. Donc ils font pas une classification des choses qui seraient plus importantes par rapport à d'autres, c'est vraiment celle qui va intéresser le plus la personne qui va le plus le faire cracher limite son fric qui va passer en premier, quoi, c'est dommage. Une affaire qui avait eu lieu en 98, on l'a pas dit, voilà, pour l'affaire d'Abdelhakim Descartes. 98 c'est quand il est sorti, non? Association de malfaiteurs. Il est sorti en 98, il est parti Il a à été Londres. condamné en 1998, Condamné en 98? a priori. D'accord. Ouais, parce que nous on était vraiment gamins quand c'est passé. Ah bah ça, oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, bon alors merci beaucoup pour ce petit tour d'actualité de ce soir et voilà, on espère qu'il intéresse nos auditeurs. N'hésitez pas évidemment à nous suggérer des actualités sur le Facebook de l'émission, on sera très content d'en parler, notamment si elles nous ont échappé. On va maintenant se concentrer sur l'émission du 25 octobre dernier. Hugo, vous vous souvenez peut-être d'Hugo pour ceux qui nous suivaient les saisons précédentes, c'était notre animateur. Et donc Hugo fait partie de notre comité de rédaction et il nous suit, il nous suggère beaucoup de choses et on le remercie, hein, voilà, en direct. Et puis donc Hugo nous a suggéré un article de Rue 89. Alors on se replace dans le contexte, notre émission du 25 octobre dernier, c'était sur le travail et notamment nous avions de nombreux intervenants et on n'avait pas eu le temps de tout traiter. Et donc Hugo, à la suite de cette émission, nous a renvoyé cet article de Rue 89 qui nous disait, qui démontait un petit peu l'idée selon laquelle une famille qui touche le RSA gagnerait plus au final que la famille salariée. En tout cas, c'est l'idée que ce que cherche à démontrer l'article, c'est que la famille qui est au RSA, il lui reste pas forcément plus d'argent à la fin, une fois qu'elle a eu ses dépenses contraintes et ses recettes, que la famille de salariés. Et notamment, ceux qui participent à s'énerver contre cela, ce serait Martin Hirsch notamment. Alors Martin Hirsch, c'est le créateur du RSA, qui dit ce sont toujours les mêmes conneries, ça marche parce que les gens ont envie d'entendre ce genre de choses, ça arme leur aigreur. Et notamment on retrouve sur Facebook, voilà, des petits panneaux de gens, ça, les gens voilà, qui font leurs propres calculs, voilà, écrits n'importe comment et qui te montrent, regarde, tiens, au final. C'est une connerie. Ça. Alors l'article de Rue 89 nous dit grosso modo que à la fin, la famille du RSA, alors attendez parce que je me perds. Voilà, la famille du RSA donc gagne 25 812 € et ses dépenses contraintes sont de 8 940 €. Il lui reste donc après paiement de ses factures 16 800 €, donc presque 17 000 € par an. 1500 € pour bouffer, quoi. Voilà, 1400 € par mois. Pour se nourrir, se vêtir et se divertir. Pour celles vivant uniquement... Alors pardon, ça c'était la famille vivant du SMIC et du RSA. Pour la famille vivant uniquement du RSA, le revenu annuel est de 18 000 €. Pour les mêmes dépenses contraintes, il lui reste donc 9 620 €, soit 801 € par mois pour les autres dépenses. Donc c'est pas beaucoup. Et la famille salariée, 26 256 € de revenus, 12 000 € presque 13 000 € de dépenses contraintes et donc 13 346 € de dépenses autres. Donc finalement la famille
qui vit du SMIC et du RSA est plutôt, entre guillemets, bien lotie. Celle qui ne vit que du RSA ne l'est pas. Et la famille salariée est en situation intermédiaire. Donc comme quoi, quelqu'un qui est au RSA ne vit pas forcément bien quand il lui reste 800 € par mois pour faire vivre toute la famille et faire bouillir la marmite, d'après le Rue 89. Donc, Marc, une réaction à ce que... Alors, je signale quand même les petites coulisses de cette émission, sachant que Hugo, en postant l'article, avait précisé, je sais plus si c'est lui ou un autre membre de Radio Rec qui avait précisé, j'espère que Marc n'est pas tombé dans le panneau. Alors, je précise. Étant dans la radio, il faut créer un peu le buzz. Alors moi, j'y connais absolument rien. On amène le débat un petit peu sur ces questions-là pour savoir si c'est vrai ou pas. Point de vue plus idéologique, on va dire, qu'économique, quoi. Oui, aussi. Ah oui, juste avant de continuer, ce sont les sotos, celles qui manquaient. J'ai retrouvé un article que j'avais écrit et voilà, c'est bien les sotos, les kossas et les zoulous. Voilà. Merci. On Excusez-moi. remontera l'émission et puis on remettra le mot. Non, après, bon, certes, les écarts, je crois que c'est 8 000 € apparemment à l'année. Je crois que ce que tu viens de dire, c'était 18 000 et 25 000 ou 26 000, je crois, pour la différence entre RSA et salarié. Que du RSA, je crois que c'est bien, ce sont bien les chiffres. Alors, certes, il y a une différence quand même de 8 000 €, si je me trompe pas. Alors, la question est la suivante, c'est est-ce qu'une famille vivant au RSA est pratiquement identiquement la même qu'une personne qui est salariée? Je me dis au final, certes, les revenus ne sont pas identiques. Certes, il y a 8 000 € à l'année, ce qui n'est pas énorme. Mais je me dis, gagner 800 €. Alors peut-être que je cherche du travail ou pas, je ne sais pas. Attention, gagner 800 € par mois. Par mois, oui. Par mois. Et contrairement à une personne qui va toucher quoi, 1200 un peu plus, 1200 pour le SMIC, 1200 pour le SMIC. Il n'y a pas les contraintes liées au transport, économiquement je parle. Il n'y a pas les contraintes aussi de pression. Enfin, on a toujours de la pression au travail. Et c'est plus... Continue. Alors, moi, la question... ça dépend des boulots. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je précise aussi, mais... Non, ce que je voulais dire, c'est que tu dis qu'au travail, on a la pression, mais le mec qui est au RSA, je pense que 99% des gens qui sont au RSA veulent trouver un boulot. Et donc, je pense que la situation du RSA, tu la vis pas forcément très bien. Bien sûr. Non, mais moi, je pas... parle pas des RSA, des personnes qui sont au RSA pendant quelques temps. C'est-à-dire, c'est vrai, des fois, ça reste 4 mois, 5 mois, évidemment. Ah oui, les temps sont très variables. Moi, je te parle sur vraiment ça existe, hein, évidemment, depuis 10-15 ans. Alors, soit vraiment, c'est le marché qui fonctionne pas du tout, et je peux le comprendre, soit il y a vraiment une absence de volonté, j'en sais rien, je sais pas. Bon, peut-être que je serai dans cette cas-là, peut-être que je serai, donc je veux pas quand même blâmer ces gens-là, mais je me dis, au final, il y a deux formes de pression qui s'opèrent, je suis complètement d'accord aussi, mais je me dis, l'État-providence est bien jusqu'à quel point? C'est la question que je pose. On sait maintenant, et puis le travail aujourd'hui est quand même quelque chose qui dans la société n'est pas forcément, bon, il n'a peut-être jamais été déifié non plus, mais quelque chose qui est plutôt délaissé. Alors on peut le comprendre sur certains points, attention, hein, c'est pas la question. Mais la base idéologique, je pense, c'est de savoir si l'État-providence n'amène pas aussi à se décourager. C'est la question que je pose. Je sais pas, je ne me rends pas vraiment compte. Et je me dis que forcément, je pense que ceux qui touchent le SMIC, évidemment, dans les compensations, dans les impôts, etc., peut-être qu'ils en payent moins, évidemment, oui. Soutiennent les aides. C'est un système de redistribution. Et c'est ça la question, c'est qu'évidemment ces gens sont dans une certaine forme de misère. Je suis totalement d'accord avec tout le monde d'ailleurs sur cette question. Ceux qui diront pas ça, je pense qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Mais au final, je me questionne sur vraiment les différentes formes de vie, en fait, pas sur la question économique. Je me dis, est-ce que la différence entre le RSA et une personne qui travaille est plus idéologique que économique? Et je pense qu'elle est plus idéologique parce que pour les raisons, je veux dire, il y a moins de choses à faire. Et puis moi j'avais suivi, il y avait des articles qui étaient sortis, alors il faudrait que je les retrouve parce que je cite un petit peu mes sources quand même, qui démontraient qu'au final les personnes qui vivaient du RSA avaient aussi un lien social beaucoup plus développé. Parce qu'ils étaient souvent en famille, ça arrivait des fois. Hein, non mais oui. Ce qui va à l'encontre des théories sociologiques disant que c'est par le travail qu'on est intégré, parce qu'on a des relations sociales au travail, et que d'ailleurs, notamment, quelqu'un qui est salarié à temps plein a plus de relations sociales
qu'un salarié à temps partiel. C'est ça. Bon, là, on est un peu dans les débats sociologiques, mais il y a aussi, c'est-à-dire que l'attachement au travail est peut-être un peu moindre, alors, peut-être pour des raisons du marché, attention, je ne sais pas. Mais je veux dire, il y a aussi d'autres formes qui sont, je vois des familles des fois plus enracinées et beaucoup plus, qui n'ont pas perdu en fait, qui n'ont pas perdu ce sens de la famille aussi. Ils sont plus proches, il faut s'aider. Enfin, ce qui est tragique aujourd'hui, je trouve que des fois beaucoup de personnes salariées et même d'autres d'ailleurs avec cette mondialisation et même la métropolisation perdent des fois un petit peu le sens du lien social. Et du coup, alors voilà, sur ces questions-là, vous avez compris que je suis pas très très bien calé, mais je pense qu'il y a quand même différentes choses hormis la question de l'économie, quoi. D'accord. Alors, on rappelle quand même que l'article en question que nous avons discuté brièvement est disponible sur le site de radiorec.fr. Hein, on a mis le lien pour que vous fassiez votre idée entre est-ce qu'il faut croire les petites apartés Facebook ou croire l'article, voire se faire son idée en faisant un mix. Rappelons également évidemment qu'on ne peut pas faire d'une généralité des cas particuliers et qu'évidemment il y a des gens qui profitent d'avoir le RSA. Sans pour autant chercher du travail, comme d'autres sont dans la même situation mais en essayant absolument de trouver du travail et n'y parviennent pas. Donc voilà, ça est dû à un marché de l'emploi qui est quand même assez tendu en ce moment. Rappelons également, on parlait de fiscalité, des impôts, etc., que Jean-Marc Ayrault a dit vouloir s'intéresser justement à la fiscalité, à une remise à plat de la fiscalité française, qui est demandée par des économistes qui ont des modèles, et notamment François Hollande l'avait promis pendant sa campagne présidentielle, remettre à plat le système le système fiscal français pour qu'on y voit plus clair et que chacun sache vraiment où va tel argent, puisque c'est un petit peu ça l'enjeu évidemment du principe de prendre des impôts à certains et de redistribuer à d'autres, ce que fait le RSA, le revenu de solidarité active, puisque c'est bien l'État qui verse une prestation, enfin l'État, les départements qui versent une prestation au nom de l'État pour ceux qui en ont le plus besoin sous forme de salaire, enfin de revenus secondaires, pardon, hein, qui n'est pas un salaire effectivement, mais un complément. Vincent, à un moment tu as rigolé, est-ce que tu avais une réaction à ce qu'a dit Marc? Ouais, bien sûr. Alors, par où commencer? Comment dire ça? Non, pas que je sois complètement contre toi, mais ouais, le coup de... Enfin, j'ai l'impression que tu avais un peu la vision du gars au RSA qui avait pas vraiment envie de bosser et qui en profitait un peu pour... Non, je critique justement le fait qu'on fasse des groupes et qu'on mette tout dans le même panier. Oui, ça, le gros problème... Tous ceux qui perçoivent le RSA ne sont pas comme ça. Voilà, bien sûr. Et puis, bon, ça c'est la société qui a fait ces groupements, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est difficile de parler d'une population quand on ne sait pas comment sociologiquement elle est construite. Alors... évidemment que y a des personnes qui, enfin voilà, je vais pas continuer, mais évidemment qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver du boulot, et c'est là je blâme le marché du travail et les délocalisations d'autre sorte. Après, ouais, là, le truc où je suis vraiment moi en contre ce qu'on nous montre un peu toujours dans les médias, c'est ce discours un peu politique et un peu gauche-droite, où on a l'impression que c'est très 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 résumé, la droite un peu contre ça, contre le je sais plus quel mot ils utilisent, mais pour dire que voilà les gens l'assistanat. Ouais, l'assistanat, voilà, pour dire que les gens qui touchent ça, c'est un peu plus ou moins des gros branleurs, et la gauche à côté qui a un discours un peu plus on peut dire ça réfléchi, enfin de mon point de vue. Et c'est vrai que ouais, faut sortir. Après, c'est vrai que tous les cas sont différents et pour le cas de chaque individu n'a pas son pareil, mais on nous sort surtout les discours aux sauces un peu ouais, les gars qui touchent le RSA, ils font pas assez d'efforts ou quoi. C'est vraiment une situation compliquée, mais et puis c'est un peu dommage, un peu cette espèce de propagande un peu malsainte où on nous dit que ouais, voilà, on stigmatise un peu les gens qui touchent le RSA, alors que non, enfin, comme moi je pense, 99% des gens veulent s'en sortir. Je connais des gens qui le touchent et qui vivent très bien comme ça, enfin très bien. Leur point de vue, ça leur convient parfaitement. Et le problème, c'est que de temps en temps, on nous sort un cas comme ça dans la presse et tout le monde en fait une généralité, on va dire. D'autant plus que, évidemment, tout ce qui est système d'allocation et de revenus et d'imposition dépendent aussi du nombre de personnes qui sont dans la famille. Oui, ne serait-ce que de savoir si la famille est monoparentale ou non. Oui. Oui, les quotients familiaux, etc. Donc, évidemment, les situations sont très différentes et c'est très difficile, autant pour Rue 89 que pour les détracteurs de ce qui est dit, de faire une analyse, évidemment, Marc. Et moi justement, je vais un peu dans le sens aussi de Vincent, on s'oppose pas vraiment, c'est peut-être des questions plus de fond, mais ce qui est remarquable dans le jeu politique, c'est alors déjà l'appartenance gauche-droite, moi je la trouve immonde, mais vraiment
vraiment tribal, vraiment on est dans le jeu, vraiment le sous-jeu médiatique. Puis c'est l'idée selon laquelle il y a une situation binaire. Oui, voilà, non. Oui, voilà, là, on c'est en a marre lamentable, quoi, de c'est- quelque chose de binaire. ça n'apporte rien du tout, on en ça a fait mal, que confronter on les en a- choses, quoi. on en a mal, on en a mal et on en a marre. On en a marre aussi. Et moi, ce qui me dérange déjà, c'est voilà, ce système où vraiment c'est de la gauche, la droite qui s'occupe de ça, etc. Et moi, je suis désolé de le dire, je vais peut-être en choquer peut-être quelques-uns, mais pour moi, les plus gros branleurs, parce que c'est comme ça que des fois la droite te dit pas le mot pour les mecs du RSA, mais Les feignants, les ouais, feignants, ils le font bien comprendre, ouais. ils le font, il faut quand même bien comprendre. Voilà. Bien Pour sûr. moi, les plus gros branleurs, c'est ceux qui ne sont là qu'avec des gestes électroniques et qui spéculent à longueur de journée. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi. C'est-à-dire que sociologiquement, ceux qui en foutent le moins, c'est ceux qui en gagnent des fois le plus. Mhm. Alors, faut arrêter, là vraiment, là, d'un point de vue sociologique, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je vais arrêter de dire con, parce que je le dis souvent, je le redis. Mais voilà, on est vraiment dans... D'ailleurs, tu t'en étouffes. Voilà, je m'en étouffe d'ailleurs. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui une société qui fonctionne que par la spéculation, en grande partie. Je ne veux pas généraliser, évidemment. Il y a des petites et moyennes entreprises qui fonctionnent plus ou moins de façon, on va dire... Ah, c'est quand même la majorité des entreprises sont comme ça. Hein. Voilà, la majorité en France. PME, c'est Nicolas me 80% l'avait des déjà entreprises, rappelé. je crois. Hein. Ouais, mais je veux dire qu'on a l'enjeu mondial qui en fait est dirigé justement par un système où les gens voient tous les jours des gens avec des doubles clics en train de dire bah voilà c'est fait, j'ai fait augmenter, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Un système où vraiment on est dans ce truc-là où on gagne sans travailler finalement. Et on critique ceux qui touchent les aides et qui essaient de trouver un travail des fois beaucoup plus noble que ces enfoirés de spéculateurs, excusez-moi du mot, hein, parce que les spéculateurs, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, hein, à part être assis et faire grimper les chiffres. Ils font pas grand chose. Et moi je trouve beaucoup plus sur la notion de travail, attention, je ne parle pas de l'emploi, alors peut-être que tu nous rappelleras la différence, Nico, je crois que tu la connais, salarié, travail, je crois que tu avais quelques notions là-dessus, alors voilà, c'est un défi que je te lance. Et moi je vois beaucoup plus de notions de travail dans quelqu'un qui va travailler, toute ma famille était vachement, on s'en fout, mais Manuel. était même mon père, et beaucoup sont dans le manuel, et moi je vois, mais même à mon niveau, je vois plus d'intérêt de faire quelque chose, parce qu'on est vraiment dans la leçon de travail là. Je vois plus d'intérêt à faire ça, à construire, à travailler manuellement qu'à être là dans un bureau et en fait ne rien faire d'autre que vendre son cul quoi, parce que c'est un petit peu ça ce qui se passe. Non mais c'est vrai, parce que on travaille ça, sur le... c'est un point de vue psychologique, je veux dire. C'est vrai que quand tu fais un travail manuel, tu vois le résultat de ton travail en fait, tu le vois concrètement. Alors que quand tu fais tu parles des traders plus ou moins, je pense. Oui voilà, indirectement. Ouais, ils voient pas parce que tout est fait sur l'informatique et finalement c'est que des rentrées d'argent, mais même ça c'est pas palpable, on va dire, c'est que des chiffres qui s'additionnent. Donc ouais, c'est un point de vue psychologique, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, hein, j'ai quand même plus de respect pour les gens qui travaillent dur et qui créent quelque chose. Mais ils sont beaucoup plus méritants déjà. Ils savent faire quelque chose d'eux-mêmes. Ils savent pas justement travailler sur l'imaginaire, pas sur le hasard, parce que tout est codé de toute façon. Et juste, je termine 2 secondes. Et justement, là, on est au cœur du débat. Je pense que, alors, c'est une thèse, à mon avis, qui n'est pas fondée, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il y aurait peut-être moins de gens qui seraient dans la recherche d'un emploi si déjà on n'avait pas toute cette délocalisation, ces mondialisations. Alors ça, c'est évidemment, Oui, c'est brut, le contexte. c'est évidemment grossier de dire ça, mais Oui. je pense que le jeu médiatique y est pour beaucoup, parce que c'est pas en montrant à la télévision des gens qui gagnent sans rien faire avec des affaires de propagande économique, avec l'affaire Cahuzac par exemple, c'est pas en nous montrant tout le temps des gens qu'on paye indirectement par nos impôts, qui sont les plus grands escrocs de l'univers, c'est pas en montrant tous ces gens-là que ça donne envie de s'intégrer. Personnellement, moi, ça me donne pas envie de m'intégrer. Et justement, c'est noble de travailler de ses mains. C'est ce qu'il y a de plus noble. Et je pense que si j'avais pu, j'aurais fait ça. Je Moi. pense que si Maxime on a était là, il serait- dénaturé ce genre de travail, quoi. Ouais. si Maxime était là, il serait. une course à l'enrichissement personnel qui fait que on met de côté les boulots justement manuels parce qu'on considère qu'ils font moins gagner, alors que des boulots qui sont peut-être moins valorisateurs, on va dire, où tu t'empoches beaucoup plus d'argent, c'est là que c'est mis en première place. Et en plus, aujourd'hui, je pense Je t'ai que coupé, excuse-moi. Non, c'est pas le grave. jeu médiatique, donc évidemment, nous met en scène toujours ces gens, tu sais, avec Oui. cravate, machin, Très tout, classe. on trouve toujours classe, mais
voilà, là on est dans la version, et là je suis d'accord que là on pourrait dire ça avec Maxime, là on est un petit peu dans la version des valeurs aussi. Et puis C'est qu'on j'allais nous dire que montre- Maxime ne te dévaloriserait absolument Voilà. pas le travail manuel, évidemment. Mais là, sur ce point-là, je suis d'accord Oui. vraiment avec Maxime, c'est que on met en valeur pas des lâches, parce que c'est pas tous les mêmes, mais à des échelles mondiales, on met en avant des gens qui ne font rien, qui ne D'accord. créent pas, qui ne servent qu'à mettre en branle un système qui a déjà montré sa fin, quoi. En témoigne le Mhm. reportage récemment, un des journaux télévisés, voire même les journaux télévisés de la semaine dernière sur France 2, notamment, qui montrait dans le même JT des situations de pauvreté et la situation évidemment de vente aux enchères de bijoux et de tableaux où on a battu des records énormes sur des éléments un petit peu, qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne, quoi. Ouais, après ça Vincent c'est un peu le jeu des journaux télévisés, hein, Oui, oui. l'enchaînement au niveau pas de leur article, mais De leur reportage. voilà, merci. C'est vraiment des fois quand même très très douteux, quoi. C'est un peu, ça ressemble plus à du lavage de cerveau qu'à montrer des situations bien distinctes, quoi. C'est vraiment, on passe de la famille qui est vraiment dans la merde à la famille à péter de thunes qui va acheter des bijoux, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un peu, ça c'est malsain, ouais. Rappelons pour répondre à Marc que l'emploi, il s'agit donc d'une situation, est-ce qu'on est employé ou non, et puis le travail, il s'agit plus généralement des conditions de vie. Alors je dis peut-être des bêtises et la définition sociologique des termes n'est pas forcément exacte, mais qu'on parle généralement effectivement de travail pour, notamment au sens ministériel du terme, hein, le ministère de l'Emploi et du Travail. L'emploi, on va parler évidemment du chômage, du fait de pouvoir être employé, de faciliter l'accession à l'emploi, voilà. Et puis pour le travail, on va parler du travail à temps partiel, des maladies du travail, etc. Donc des conditions de travail. Un petit peu la différence entre les deux, mais bon, les deux termes peuvent très bien être utilisés dans notre situation ce soir. Et donc effectivement, on a bien compris vos points de vue donc sur la question. Et donc voilà, c'était une petite réponse à cet article de Rue 89 qui nous a servi de support et que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site internet. On vient de parler des médias justement, les médias qui mettent un coup de projecteur depuis quelques semaines, voire même depuis le début du mandat de François Hollande, sur son impopularité. Alors on était habitué en 5 ans de présidence de Nicolas Sarkozy à parler d'impopularité, et je pense que on a un petit peu surfé sur cette vague et continué avec François Hollande depuis qu'il était élu. On a commencé d'ailleurs, hein, dès le début, en stigmatisant un petit peu ce gouvernement novice. On avait plus de la moitié des ministres qui étaient des jeunes, une grande partie du gouvernement qui n'avait jamais exercé de hautes responsabilités, ce qu'on appelle les hautes responsabilités. Je me rappelle même avoir été à ta place, Vincent, et d'avoir dit que quand on est président ou même adjoint vice-président d'un conseil général, je pense qu'on est quand même bien placé pour savoir gérer un portefeuille ministériel. Et donc, bon, on continue aujourd'hui, bien sûr, à parler des différents désaccords dans le gouvernement, à parler de remaniement sans cesse, et donc une impopularité dont se nourrissent les médias et dont nous avons aussi, nous, décidé de nous nourrir ce soir, puisqu'après tout, on est un média, et pourquoi les autres et pas nous. Et donc, quelques questions sur ce sujet, et notamment, alors, le plus grand ras-le-bol, si on peut dire, en tout cas celui qui est véhiculé par les médias ces derniers temps, c'est le ras-le-bol fiscal. Rappelons un petit peu les faits. Il y a évidemment les impôts sur le revenu qui évoluent chaque année qui n'évoluaient plus d'ailleurs et qui réévolueront à partir de 2014. Il y a l'instauration d'une TVA plus importante puisque tous les taux de TVA vont être rehaussés. Et puis il y a cette fameuse écotaxe. L'écotaxe qui a fait se soulever le peuple breton. Rappelons l'histoire des bonnets rouges qui manifestent contre la fiscalité autour de l'agriculture notamment. Et donc voilà, les paysans bretons, un petit peu contre les paysans alsaciens, contre les pouvoirs publics alsaciens qui sont contents eux en revanche de cette écotaxe qui permet effectivement aux camions venant de l'Allemagne de moins circuler sur le territoire français puisqu'ils évitaient l'écotaxe allemande. Donc voilà des grandes questions autour de cette écotaxe. Et puis finalement, il a même été question à un moment de taxer les PEL et d'autres disons livrés entre guillemets populaires. Donc voilà, tout un ras-le-bol fiscal qui s'organise. Marc, petite réaction sur ce ras-le-bol fiscal? Alors, d'un point de vue idéologique, je pense qu'on est quand même depuis un certain temps maintenant dans une sorte de descente politique. Hein, alors, qu'est-ce que tu appelles descente politique? On voit très bien que alors, la descente politique est liée aussi à un système économique plus large. Et on est vraiment
voilà, on cette descente un petit peu dans ce capitalisme à outrance et cette uniformisation économique, enfin uniformisation j'entends d'un point de vue juridique, hein, pas forcément d'un point de vue pratique quand on compare les différents pays européens par exemple. D'accord. On est vraiment sur cette descente et l'État n'a plus vraiment de pouvoir, il est obligé d'appliquer. Bon après, comme on l'avait déjà vu, on en avait déjà d'ailleurs parlé en cours, mais les quotas, ça a été signé quelques jours avant l'élection d'Hollande, donc c'était Sarkozy qui l'avait mis en place. Alors évidemment, de toute façon, comme encore une fois on l'avait déjà rappelé, c'est toujours délicat, on devrait blâmer Nicolas Sarkozy, mais de toute façon, celui qui incarne l'État, c'est François Hollande, donc il prend pas le choix de le faire, surtout que il y a toutes les industries qui sont liées à ce projet. Il faut qu'elle soit financée de toute façon. Et rappelons évidemment que ça crée des emplois de créer ces portiques et qu'il y a des contrats économiques derrière cette situation. Après, voilà, je sais pas si. Je pense qu'évidemment, l'État a plus à toucher que les paysans, bien évidemment. C'est bien évidemment logique. Mais ce qui est terrible, c'est que maintenant. Alors, l'État, rappelons quand même que l'argent va dans les caisses de l'État pour financer des projets. Hein. Bien sûr, oui, non, mais bon. Oui, enfin. Petite précision. Oui, petite précision, heureusement, mais bon, quand on voit les dépenses qu'on fait à outrance, bon. Oui. Je pense que ça ne sera pas un moindre avec les niches fiscales, toutes ces saloperies qui nous tombent un peu dessus, enfin qui nous tombent dessus, dont la démocratie a mis au jour. Parce que évidemment c'est ce qui nous permet de voir que ça ne marche pas forcément. Et voilà, ce ras-le-bol fiscal, mais oui, on en a marre de toute cette racaille qui ponctionne. Et de toute façon le fisc est dans une situation vraiment, c'est quand même terrible, quoi, parce que là c'est l'exemple des bonnets rouges, on est d'accord, mais moi si je prends un autre exemple et que je prends par exemple l'exemple de l'héritage, par exemple, qui est quand même une question fondamentale, qui rapporte je ne sais combien à l'État. Tous les frais et la taxation autour des héritages. Voilà. Moi, alors, peut-être que je pense qu'on a, voilà, il y a un esprit. Je crois que là, je sais pas si on peut parler d'influence communiste, mais on est vraiment là dans la question de l'héritage. On est vraiment dans une influence idéologique pure. C'est-à-dire que notre famille, ta famille, Vincent, a des biens. Elle a peut-être payé toute sa vie pour les avoir. Elle a peut-être travaillé dur pour les avoir. Mais si, quand nos parents meurent et qu'ils vont léguer, et le mot léguer évidemment à mettre à des grandes guillemets, si ça dépasse un certain seuil, il faut payer 75%. C'est-à-dire que toutes les sommes réunies, si vous avez, je sais pas moi, les 100 000 euros, on va dire 1 million, parce qu'on est des oufs, si vous avez 1 million de biens, enfin c'est le fisc encore c'est le fisc qui détermine combien les biens valent. Donc si vous avez 1 million, faut payer 750 000 euros à l'État. Donc évidemment ils ne sont pas légués parce qu'il faut payer la taxe. Il va pas payer 750 000 euros. Donc on va vendre, il va nous rester 250 000 euros, et qu'est-ce qu'on fait avec 250 000 euros? S'il y en avait des baraques et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors Sarkozy avait fait un truc qui pour une fois était bien, hein, c'est bien la seule chose qu'il a fait de bien, c'est justement de ne pas taxer la maison principale. La maison principale des parents n'était pas imposable, ou fiscalement n'était pas imposable. Ce que c'était bien, parce que la maison revenait. Et là, je trouve que sur la question de l'héritage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment immonde. C'est-à-dire que devoir payer à l'État quelque chose que les nanas n'ont même pas payé, quelque chose que tes parents avaient déjà, ou que ses grands-parents avaient déjà, et aujourd'hui on peut pas forcément s'en sortir. Et là je trouve que donc quelque chose qu'effectivement il y a forcément eu un moment déjà une part qui a été prélevée par l'État sur le fait des impôts, bien fonciers, déjà l'impôt foncier, il y en a d'autres évidemment, mais l'impôt foncier est quand même le plus important. Et je vois que prenons un autre exemple concret. Par exemple, imaginons que j'achète une maison allez, on va être léger. J'achète pas à Paris, donc c'est 250 000 euros. Imaginons. Si je la revends, imaginons un ami qui souhaite acheter, mais du coup je veux lui faire un prix d'ami. Imaginons, je lui décide de lui vendre 150 000 euros. Imaginons, un exemple comme un autre. Je veux lui vendre 150 000 euros. Donc je lui vends 150 000 euros. Le fisc va arriver en disant ah bah non. La valeur totale, la plus-value, voilà, la valeur totale de ce bien aurait dû être vendue. Imaginons que Paris se développe et qu'il y a un RER qui arrive, la maison va prendre de la valeur. Elle aurait dû être vendue 500 000 euros. Donc ça veut dire que vous devez au fisc toute la différence. Et c'est ce qui s'est passé pour Dieudonné. C'est ce qui s'est, oui, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Désolé, c'est l'exemple qui vient. Donc... Désolé, non. non. J'aurais pu prendre son exemple. Non, mais j'aurais pu prendre son exemple. Ça me fait penser à ça, que c'est exactement le cas de. C'est le cas. Moi, ça m'est arrivé dans ma famille. C'est pour ça que j'en parle. Mais Dieudonné aussi, ça lui est arrivé. D'ailleurs, il a reçu 600 000 euros. On lui a prêté 600 000 euros. Enfin, les gens qui le soutiennent. Donc voilà. Non mais, hormis le cas Dieudonné,
Oui. Bah, évidemment que c'est tragique ce qui s'est passé pour lui. C'est-à-dire, il achète un truc, il achète un truc au nom de son entreprise, il se le revend du coup à lui-même à un prix Le même. méfiant toute concurrence, quoi, parce que voilà, c'est à soi. Et ben non, le fisc lui est tombé dessus en lui disant non, vous auriez dû la vendre tant. Du coup, vous nous devez Juste pour 600 000 euros. juste pour venir chercher un peu de peste. Voilà, tu mais vois, c'est ça qui est terrible, c'est que le fisc, hormis les organisations qu'il fait, c'est-à-dire que on paye tout le temps pour avoir des biens. On paye tout pour avoir des biens, et quand c'est légué, forcément ça va pas, parce qu'il va falloir le payer, et quand c'est pas légué, il faut payer au fisc la différence si tu veux le vendre à tes enfants. Alors, il y a un truc qui est fait qui est plutôt pas mal, et je crois que c'est sur... on peut faire des donations. Je crois en De économie. son vivant. De son vivant, on peut faire des donations. Alors, assurance vie, vous pouvez les mettre sur des assurances vie, bien évidemment. Et du coup, tout ce qui est dans des assurances vie, sur des assurances vie, lors de la mort de la tierce personne, bah, vous payez pas. Sauf que ça a été réduit depuis une dizaine d'années, c'est que maintenant on peut plus on peut plus faire des donations à outrance. C'est réglé sur 8 ans. C'est-à-dire qu'on peut pas donner plus, je crois, de plus de 150 000, ou je sais plus, j'ai pas donné de chiffre, mais je crois que c'est 100 000 euros, ou peut-être un peu moins, je me souviens plus. Mais on peut pas donner autant. C'est-à-dire qu'au D'accord. final, on se marche dessus, parce que on peut même pas donner son argent sans être imposable. Donc du coup, ce que tu soulèves là, c'est qu'on a effectivement des tas de textes de loi qui se multiplient, là encore, hein, on en parlait tout à l'heure, pour gérer tout ça et s'immiscer un petit peu dans la vie des gens pour Voilà. que l'État puisse récupérer des fonds et pouvoir ensuite promouvoir ces différentes politiques. Et justement, donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Il y Jean-Marc a encore Ayrault, différentes oui. politiques, excuse-moi, mais Attention au micro. pouvoir voilà, pour financer ces différentes politiques, Oui. qu'ont fait les gouvernements depuis 10 concrètement, ans. ouais, D'accord. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait à part accroître le déficit par les systèmes bancaires des banques privées? Ils n'ont rien construit. C'est-à-dire, il n'y a pas une innovation réelle. Et alors quand le gouvernement, et notamment sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, qui a un peu surpris tout le monde, propose de simplifier, que ce soit les différentes situations fiscales ou le nombre de lois, puisqu'on le sait aujourd'hui, hein, quand on crée un décret ou une loi, il faut en supprimer une. C'est ce qu'avait instauré le gouvernement quand il est arrivé. Vous la modifier, non Oui, enfin, il on la faut prend de la même et faire la en sorte modifier, ouais, c'est ça. de simplifier et de ne pas augmenter le volume de lois existant en France. Est-ce que c'est quand même quelque chose que l'on peut saluer de la part de ce gouvernement si impopulaire finalement? Oui, alors, oui, mais je suis en supprimé pour en faire d'autres. Je me dis oui, mais c'est quoi les autres? Est-ce Oui. que je choisirais entre le peste et le choléra? Entre Bien la sûr. peste et le choléra. Moi, j'attends de voir. Moi, je me souviens que quand Sarkozy avait fait passer sa loi justement sur la maison principale des parents qui Oui. n'était pas imposable, il a eu tout un tollé derrière, etc. Enfin bon, bref, évidemment, c'est quand même tragique. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est que maintenant, alors la gauche avait dit, alors la gauche et la droite, c'est pareil, attention. Hein, Oui, oui. Quand un truc qui fait bien, Tu, bref. tu veux parler du gouvernement Je veux parler de l'époque de la présidence voilà. de Nicolas Sarkozy Bah, et celle il a- de François Hollande Voilà, maintenant. au final, bon, ils se renvoient la balle alors qu'au Oui. final ils font rien tous les deux. Comme je le dis souvent, tous les deux ont le même ennemi, mais au lieu donc la finance bancaire mondiale, mais ils ne luttent pas contre l'ennemi, D'accord. ils essayent de limiter les effets de cet ennemi. C'est-à-dire qu'en faisant de toucher un peu partout, Bah, on ils va aller essayent de prendre là, faire prendre là. ce que leur pouvoir leur permet peut-être. Oui, mais alors justement, leur pouvoir est limité par l'Europe. Et Oui. pas par l'Europe, mais par les systèmes bancaires, et aussi par l'Europe d'un point de vue politique. Ils ont besoin Mais de ces 7 000 ans. ils ont besoin de baisser leur froc parce qu'on leur impose des choses. Et, D'accord. et c'est pour ça que d'un côté, la gauche et la droite est identique, pas sur le plan des réformes, Oui. pas sur le plan des propositions, sur le plan de l'ennemi commun. Enfin, je sais pas, on peut pas parler d'un ennemi commun, mais juste voilà. Moi, je me dis, en supprimer pour en faire d'autres, d'accord, j'attends de voir les nouvelles. Et je me souviens que justement, quand Sarkozy avait fait cette loi-là, pour pas imposer la maison principale des parents, ça avait fait tout un tollé, c'est pas bien, les pauvres ils payent trop, etc. Mais même quand on est pauvre et que leurs parents, que nos parents n'ont pas grand-chose, il faut quand même payer l'héritage. Il faut quand même payer au fisc des taxes. Alors évidemment, c'est pas 75%. Mais rien que le fait de devoir donner ne serait-ce qu'1 euro au fisc sur une maison ou un bien qu'on a payé depuis des années, ou sur autre chose, un terrain, je sais pas, Donc, ça c'est dégueulasse. Finalement, le Parce fisc que- spécule sur la mort. Enfin, spécule non, mais prend de l'argent Oui, sur Ouais, sur sur la la mort, vie, comme le c'est font sûr, hein. les funérariums. Et si Enfin, vous voulez, les- on a des après j'arrête parce que je vais quand même donner la parole à Vincent, mais on a des systèmes mondiaux, on a un système mondial qui fonctionne beaucoup, je vais pas faire la majorité Oui. non plus, sur la spéculation, les trucs comme ça. Évidemment, c'est que c'est courant, les ministres, à mon avis, justement pour pas être imposables, ils vont en Suisse mettre leur compte. Donc c'est quand même bon, ils vont faire des réformes apparemment, ça sera quand même imposable, ceux qui feront sortir de l'argent, ça sera quand même imposable. Donc ils vont trouver des trucs, mais bon, ça sera toujours du clientélisme et des trucs comme ça. Et moi je peux dire c'est que même, c'est-à-dire que à petite échelle,
quelqu'un qui va acheter un terrain, admettons 30 000 euros. J'aime bien ces questions-là, donc je développe, je connais un petit peu. Quelqu'un qui va acheter un terrain, on va dire 30 000 euros, non constructible, qui va devenir constructible. Donc si c'est un terrain de 5 000 mètres carrés, vous l'avez acheté 30 000, vous pouvez le revendre 1 million, 1,5 million. Hein. C'est quand même, c'est énorme, 5 500 mètres carrés. La plus-value est énorme. On l'a acheté, il devient constructible. Bah, c'est pas de notre faute s'il devient constructible. Tant mieux pour nous. Mais là encore, le fisc va arriver. Là encore, il va dire, ah bah oui, mais là vous avez gagné, donc vous allez devoir payer parce qu'il devient constructible. Bon, certes, vous allez vous faire un bon pognon, parce que entre 20 000 et 1 million, il y a quand même une marge. Mais rien que le fait, encore une fois, que c'est le fisc qui va toucher quelque chose là-dedans, ça, dès qu'il y a un peu de pognon à prendre, c'est quand même terrible. C'est nos actions personnelles qui, des fois, nous font qu'on peut se débrouiller. Et là, on va encore... Système de solidarité qui, effectivement... Oui, mais la solidarité, Oui. Nicolas, je sais que je pense que tu sais, pas même cas, la solidarité, aujourd'hui, c'est nada. C'est-à-dire que, sous prétexte qu'on va les aider, etc., bah, on va faire ça. C'est-à-dire que, on va taxer plus parce qu'on répond pas au problème de cet endettement qui gramme depuis des années Mitterrand. C'est pas Mitterrand le responsable, c'était bien avant aussi. On impose plus aux gens, on prend plus aux gens d'un système qui en fait nous prend plus. Donc on est en fait sur un système cercle vicieux. Ouais, c'est un cercle vicieux et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'est même pas nous responsables de ça et c'est nous qui payons encore à des associations aussi bâtardes que le fisc, excusez-moi, mais le fisc bon, dans ma famille, j'ai eu des fois à y faire face, c'est quand même terrible. D'accord. Bon, là, on va écouter Vincent parce que sinon on n'aura pas l'occasion de l'entendre sur cette question. Effectivement, donc à la fois de l'impopularité du gouvernement liée évidemment à toutes ces réformes fiscales en cours. Un avis sur la question? C'est que de façon générale, moi je vais pas rentrer dans les détails comme tu as rentré Marc, hein, je connais pas très bien ces questions-là, mais d'un point de vue général, c'est ça, on accroît les taxes qui existent déjà, on en crée d'autres. Et au-delà de ça, je pense que ce qui énerve vraiment les gens, c'est que on a l'impression que ça change pas, quoi. On taxe plus, mais justement, mais il n'y a pas de. Il y a plus d'endettement. Il y a plus d'endettement, justement, mais il y a pas de solution à côté, qu'on nous propose pas une deuxième voie. C'est Est-ce que c'est bon de vouloir, est-ce que c'est bon de vouloir absolument se désendetter au plus vite? Ça dépend. Ou est-ce qu'on ferait pas mieux de prendre un temps et d'éviter la pression fiscale justement? Ouais, si, c'est sûr que, moralement en tout cas, ça passe forcément mieux, mais le problème c'est qu'on est dans un monde économique où les choses vont extrêmement vite. Donc on peut pas faire de plan, en tout cas de désendettement sur le long terme. C'est pour ça qu'on répond c'est conjoncturel, quoi. Communication comme. On répond à un prêt parce qu'on a un prêt à rembourser, donc on taxe pour rembourser celui-là, puis il va y en avoir un autre derrière. Et donc si on pense pas au long terme, quoi. Donc mais de toute façon, tu parles de désendettement. Oui. Comment? Hein, je sais pas. Tu sais pas. En ce moment, aujourd'hui, l'augmentation des recettes pour éviter aujourd'hui. Non, mais c'est pas les recettes qui payent le déficit, on le sait très bien. Ouais. C'est parce qu'on emprunte encore. C'est-à-dire qu'on fait que reculer le. Bah voilà, imaginons que la terre soit plate, à force on va tomber, imaginons. Donc voilà. Et puis j'ai oublié de répondre à ta question de tout à l'heure. Tu disais oui, la solidarité. Oui. Parfaitement la solidarité. Je suis d'accord. Moi, si je gagne un certain salaire et que je peux aider, je le ferai, sans aucun problème. Et si justement je gagne pas beaucoup et qu'on peut m'aider, vraiment ça serait génial. Mais ce qui est terrible, c'est que sous prétexte d'une solidarité qui n'est plus respectée, on taxe encore. C'est-à-dire que les aides, notamment sur les handicapés, par exemple, imaginons, on taxe plus parce qu'il faut aussi aider les handicapés. Voilà, d'un point de vue de la morale, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais rien n'avance du côté des handicapés, on fait pas des trucs pour les handicapés, les aides se diminuent totalement, les aides, tous les SMIC on le dévalue, toutes les aides qu'on peut financer, même le RSA a décru, alors que on taxe plus. C'est-à-dire que c'est bien, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on attaque encore plus les esclaves d'un système économique, nous, entre guillemets. Enfin, moi je paye pas encore d'impôts, enfin quoi que si, là j'ai travaillé plus de... Oui, je merci ne sais pas combien d'heures de l'information. Mais j'ai passé 4 000 euros dans l'année. Voilà, moi je crois que c'est 4 000. C'est 4 000 euros de journée. Alors, allons plus vite, voilà. On fera une émission spéciale en janvier sur la fiscalité pour aider nos auditeurs à payer leurs impôts. Le système fiscal n'est dans rien la solidarité, mais la solidarité est un prétexte pour renforcer le fiscal. C'est un mouchoir qu'on met dessus, histoire qu'on remue pas trop derrière, mais voilà, donc voilà le système fiscal aujourd'hui, voilà comment ça fonctionne, en partie, et c'est des traits dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que je suis sûr que bon nombre de personnes ne savent pas que question de l'héritage, ça se passe comme ça. Ils l'apprennent juste. Au moment où leurs parents meurent, vous nous devez 600 000 euros. Et puis on imagine bien que c'est un peu ta situation un peu macabre, où justement les gens sont un peu en position de faiblesse, voilà, ne pensent pas
forcément à la question économique, ou en tout cas ne pensent pas concrètement à leur intérêt, quoi. Donc on profite, ouais, c'est complètement Bah, malsain. c'est le jeu Enfin, aussi des médias de cacher, pas des médias, mais en tout cas des politiques et des médias, parce que les deux sont liés, Oui. de justement d'aller dans cette voie de la désinformation sur ces questions-là, pour éviter que les gens trouvent des solutions parallèles. Et d'un côté, je me dis que les gens, s'ils Mais veulent... outre la solution parallèle, c'est que si on dévoile vraiment toutes ces questions-là d'un coup, et enfin, ça pète, quoi. Oui, ça va péter tient parce pas, que tous les gens trouvaient des solutions alternatives. ouais, Enfin, voilà, bon, ça va je devenir termine sur n'importe cette quoi, question. Et on parlait de la complexité des lois, et effectivement, il y a un reportage de France 2 qui montrait que aujourd'hui, dans un hôtel, quand on veut vraiment se mettre à la norme handicapé, justement, puisque tu parlais des handicapés, eh bien, c'est compliqué parce que quand vous avez un hôtel où il n'y a pas la place de mettre le bon ascenseur qui fasse passer le fauteuil roulant, Tout reconstruire ça, enfin, faut voilà, tout à modifier, quoi. c'est énorme en termes de prix, et effectivement, c'est très compliqué finalement de se mettre aux normes aujourd'hui. Et il y a Oui, les beaucoup normes, c'est terrible, d'établissements hein, qui sont d'ailleurs. contraints. C'est- Il y en a Voilà. beaucoup trop, en Donc, plus. est-ce qu'il faut favoriser ou tout simplement, enfin, dans quel Ah, sens mais faut-il aller? donc C'est rien compliqué. n'avance. On est Voilà, bien d'accord. mais c'était Rien pour, n'avance. je donnais une référence à ce que tu disais. Justement, rien n'avance, mais tout ouais. décroît alors qu'on est taxé plus. Il nous reste très peu de temps, Oui, mais oui, alors faut du aller coup, vite, là. dans ce gouvernement, dans la tourmente, et on a beaucoup parlé de la question fiscale, les médias se font un plaisir de nous monter Manuel Valls en tant que l'homme de la situation, notamment le ministre de l'Intérieur. Alors, ça nous rappelle quelque chose, évidemment, hein, Nicolas Sarkozy dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin. Mhm. Le ministre de l'Intérieur, un poste finalement, un poste clé, ça c'est pas nouveau, puisque c'est quand même le ministre de la sécurité publique et de l'administration Ouais, du territoire. ça va de pair avec justement ce tapage médiatique sur l'insécurité, Voilà. soi-disant. Et donc ça va notamment de pair, à quoi. Marseille. Donc le ministre Manuel Valls, d'ailleurs on le voit moins en ce moment, je pense qu'on lui a demandé de se calmer un petit peu dans Là, il l'intérêt du commence à faire gouvernement. quelques critiques, là, justement. Mais voilà, alors est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que vous connaissez un peu Manuel Valls? Est-ce que vous pourriez dire qu'effectivement il peut apporter quelque chose ou pas? Ouais, moi, je considère Je que laisse tous parler les gens parce qui que je vais être méchant. sont, je considère que tous les gens qui sont au gouvernement ont quelque chose à apporter, mais qu'importe le fait politique qui soit là, parce que la majorité des ministres qui sont en poste là, c'est pour le politique, hein. Manuel Valls, s'il est sur le ministère de l'Intérieur, c'est pas parce qu'il est qualifié là-dessus, c'est parce qu'il était, c'était le chef de la communication de François Hollande, donc pendant Voilà. la campagne, donc forcément on le remercie, quoi. Après, l'homme de la situation, c'est, enfin moi je pense, je vois ça plutôt du côté de la place des médias. Enfin, outre Manuel Valls, il y a cette question justement du remaniement ministériel qui est de plus en plus importante. Et donc ça montre le poids des médias, parce qu'à la base il y en a peut-être, mais c'est pas qu'il y en a besoin ou quoi, c'est que la question ne pose pas, et c'est les médias qui créent cette idée, qui Qui l'importent, fera mieux finalement? et au final qui vont sûrement arriver à faire dans les temps qui arrivent un remaniement ministériel, parce que alors que ce sont eux qui ont créé l'idée, quoi, je veux dire. Donc enfin moi Et je vois ils se ça de ce montreront les côté-là. premiers surpris finalement au Voilà, moment et du- puis bah tiens, lui il dégage, on pensait pas, alors que enfin on prend les gens pour des cons, quoi. Mais enfin c'est la phrase qui est connue, quoi. Enfin Marc pense exactement, je pense que J'ai même une voilà, vision Marc qui moins nous a dit enchantée qu'il- que toi. Ah ouais, Je pense je que dis tu dis justement, quoi ça peut apporter. Moi je pense que bon, là je vais aller dans ton sens Nicolas, je vais aller très vite. Je pense qu'au niveau local ça a un sens. Oui, La voilà, politique c'est ça, a un ouais, sens. ouais. Au niveau ministériel, ce sont des vendus, hein. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui croient encore à ce système, mais bon, ce sont des vendus quand même. Et juste pour aller donc très vite, Manuel Valls, membre de, alors il décrit tous les communautaristes, il est membre du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives. Oui. Donc déjà c'est un premier point. On peut pas être anti-communautaire si d'un côté on est communautaire soi-même. Alors bon, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mhm. Mais alors que derrière, moi si je dis je suis dans un communautaire, je peux pas faire partie d'une église ou d'une autre secte comme ça. Je dis pas que toutes les églises sont des sectes, mais une autre secte. Donc ça c'est un premier point. Déjà il est décrédibilisé par ce truc-là. Et il faut regarder quand il était maire d'Esplit, je crois. Non, d'Evry. D'Evry, pardon. Oui, Oui, c'est d'Evry, ça, c'est ça, d'Evry. oui, oui. Bah oui, quand il nous sort finalement qu'il y avait trop. Mets-moi plus de white. Ouais, mais moi Plus plus de de blancos. white. Belle image belle image de la ville d'Evry, parce Ouais. que il était voilà, il critiquait qu'il y Les avait maires, des blacks qui justement tu Sur peux le remettre marché. un peu de blanc là-dedans. Bon, moi ça me suffit déjà, parce que comme ministre socialiste, pouvoir dire ça me suffit déjà. Mais finalement, ça a été ta thèse de anti-gauche-droite. Non, oui, non, mais c'est même pas dans les conflits, parce que voilà, évidemment la Ça gauche veut et la plus droite c'est rien pas dire la en même chose. socialisme, enfin Ouais, moi je considère le ça. socialisme, hein, c'est enfin, plus parti rien. socialiste. C'est le nom du Le parti. socialisme Ouais, mais c'est un mort. parti qui a été créé il y a 100 ans. Je veux dire, il y a 100 ans, ça avait un Bien sens sûr. concrètement par rapport. Je veux dire, Jaurès, tu le ramènes maintenant, tu lui montres le Parti socialiste, je pense que le mec. Il fait une crise il se cardiaque tape- et il il tape une retourne grosse dans sa barre, tombe. quoi. Je veux dire. Ouais, D'accord. même Léon Blum, tous ces grandes Ouais, voilà, les figures, grands c'est personnages Fillon, qu'on nous quoi. ressort tous les ans. De toute façon, le socialisme aujourd'hui n'a plus aucun Un petit sens. peu comme le général de Gaulle se retournerait si vous voyez Oui, bien sûr, mais ça évidemment. tous et ceux c'est- qui le citent. Voilà, Ouais, bien voilà. sûr. Voilà. Et juste, je Ouais, termine, Marc, parce pour que faut terminer. vraiment s'écouter. Voilà, le socialisme est mort Oui. en 36. Après D'accord. 36, Front Populaire, et après avec Ouais, la puis Seconde Guerre mondiale, la il guerre est fini. a changé Et puis les le cartes, quoi, socialisme, ça, ça Tout était en beaucoup situation. présent quand il y avait des sociétés industrielles, quand Oui. il y avait des ouvriers à défendre. Bien sûr. Aujourd'hui, on fait du sociétal. Et on fait pas du social, parce qu'on n'aide pas les pauvres, ça. Et on a besoin d'un ministre qui a sorti des paroles. Bon,
comme l'a dit Voltaire, ou peut-être, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je me battrai pour qu'il le dise. Moi, évidemment, ce que dit Valls, c'est totalement terrible ce qu'il dit, et vraiment, bon, il fait ce qu'il veut, hein, mais pouvoir coopter quelqu'un comme ça, qui se dit laïque, et qui soutient les intérêts communautaires, qui soutient l'égalité et qui soutient Israël, enfin, il y a quand même une incohérence, et sur le point de vue de la France, il faut peut-être arrêter de nous prendre aussi pour des imbéciles. Il ne fait rien, c'est un toutou qui est inféodé aussi, quoi. D'accord. Ouais, non, comme toi. Très bien. J'avais une phrase, mais j'ai plus l'accroche. Merci beaucoup. Ben voilà, on aura bien remarqué. Merde. Donc un petit peu d'histoire, de société, un petit peu de tout dans cette émission ce soir. C'était Politiquement Incorrect avec Vincent et Marc que l'on remercie. Dans quelques instants, Cinebdo, Robin qui entre dans le studio avec Maxime, voilà, pour un programme riche. Alors un débat sur le retour du canon de Stephen King au cinéma, voilà. Le retour canon, pas le retour du canon. C'est pas la même chose. Ça a été le match, Robin, la semaine dernière, c'était génial, hein. Voilà, c'est pas grave, il a dit que c'était parfait. Coup de projecteur sur The Game, parce que la fin justifie les moyens. Voilà, retour sur les films du box-office comme chaque semaine, les sorties de la semaine. Et puis ensuite, ce sera Paf Pie, avec la revue de presse, le bistrot télé, la sélection de la semaine, le débat, la pause musique, bref, tout plein de choses. Ce soir sur Radio Rec, on a été content de vous ouvrir la soirée et le week-end ensemble. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas la page Facebook de l'émission, Politiquement Incorrect. Et puis à très vite, normalement la semaine prochaine. Au revoir.